Bonjour à tous, on est réunis Bonjour. aujourd'hui pour vous parler d'immobilier neuf et comment vous pourriez en proposer à vos clients avec Henri Buzicazo qui a fait plaisir d'accepter notre invitation. Bonjour Henri. Bonjour. Bonjour Mathieu. Il y a aussi Tristan de Gridkey. Salut Tristan. Salut. Bonjour Henri. Donc, bonjour Tristan. Merci à vous d'être là, d'être nombreux aussi. Et c'est vraiment d'avoir une discussion sur les possibilités qui s'offrent à vous de proposer des billets neufs dans le cadre de votre activité immobilière. En se voilant pas la face sur la complexité aussi que ça emporte dans le cadre d'une activité, par exemple, d'agent immobilier, de conseiller immobilier, qui n'a pas nécessairement l'habitude ou les outils pour faire pour proposer ce genre de service à ses clients. Donc là, c'est ça vraiment qui nous intéressait. Et on voulait avoir l'œil expert, l'expérience de Henri sur cette thématique, avec un enjeu qui n'est pas du tout négligeable, puisque le contexte est compliqué pour tout le monde et les sources de diversification capables d'apporter un chiffre d'affaires tout à fait conséquent, elles ne sont pas si nombreuses que ça, et l'immobilier en est de manière certaine une d'entre elles. Vous avez un petit chat dans le webinaire que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, comme on est nombreux, on ne peut pas ouvrir les micros des participants, mais vous pouvez interagir. On regardera évidemment vos questions dans ce canal-là. Henri, pour commencer, donc je disais, il y a un enjeu quand même dans le contexte actuel de diversification, et l'immobilier neuf est un qui peut être par des conseillers immobiliers. Je ne sais pas ce que tu penses de ça déjà, tu peux nous parler du contexte et comment tu vois l'immobilier neuf là-dedans. Volontiers. Alors, déjà, j'espère qu'on va m'entendre mieux qu'on ne t'entend, parce que ça coupe à certains moments. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ta voix était un peu hachée. Mais la question était très claire. Déjà, pour illustrer ton propos, vous m'invitez au titre de mon expérience. Alors, c'est amusant, les choses changent, parce que il y a encore 10 ans, on ne m'invitait pas pour mon expérience. Il y a encore 5 ans, je crois qu'on ne citait pas ce mot, mais j'en suis très fier. Et surtout, cette année, c'est celle de mes 30 ans d'expérience. Voilà, le 6 octobre 2021, je ferai 30 ans d'immobilier à proprement parler, sachant qu'avant ça, j'ai été dans… Merci beaucoup. Oui, je suis résistant, voilà, avant ça, j'ai servi un homme public qui a été aux responsabilités et en charge du logement dans un gouvernement il y a longtemps. Mais je le cite volontiers parce qu'il s'appelle Pierre Méhaignerie et que c'est lui qui a inventé la défiscalisation, finalement, le premier dispositif fiscal incitant les investisseurs à acheter du logement neuf, on va y revenir, mais il a porté le nom de Méhaignerie. Voilà. Et ensuite, vous le savez, il y a eu une longue succession ininterrompue, il faut le souligner aussi, de noms, en général de ministres du logement, pas toujours, il y a eu des parlementaires, Sélier n'a jamais été ministre, c'était un parlementaire, et puis bien sûr aujourd'hui le dispositif Pinel porte le nom de la ministre qu'il avait, sinon conçu, réingénéré, on va dire. Bon, voilà. D'accord. Donc, je cite avec affection, mais aussi pertinence finalement, Méhaignerie. Alors, c'est intéressant parce que je vais vous faire un aveu. Moi, je me rappelle que quand je suis entré dans ce secteur, à proprement parler, il y a 30 ans, j'ai été étonné. Vous savez, j'ai plus ce regard neuf, la preuve. Maintenant, c'est l'expérience que vous invoquez. Mais j'ai été étonné que les agents immobiliers ne proposent pas en nombre plus important, parce qu'il y avait quelques professionnels, on va faire l'état des lieux d'ailleurs, qui vendaient du neuf, mais ne proposent pas en nombre plus important, et même de manière assez systématique, des logements neufs
en particulier là où il y avait une offre abondante, y compris en accession à la propriété, dans des villes moyennes ou sur d'autres territoires. J'étais étonné. Je n'avais pas la connaissance qu'on peut me prêter aujourd'hui de la profession, mais avec un regard de Huron, un regard comme ça, nature, on se dit, tiens, mais comment ça se fait qu'on n'est pas les deux? Typiquement, prenez d'autres exemples. Hein, vous voyez aujourd'hui, alors certes une spécialisation, mais vous voyez aujourd'hui les concessionnaires qui vendent des voitures neuves vendent aussi des voitures d'occasion, et c'est même le second marché a pris une place majeure. Donc finalement, ce clivage, il n'est pas si naturel que ça. On s'y est habitué. Alors, je vais faire une petite analyse de la raison du clivage. Tu as dit tout à l'heure, Mathieu, c'est pas si simple. Derrière le c'est pas si simple, je vais mettre quelques constats personnels, qui seront, à mon avis, largement partagés par l'assistance. Mais si assistance il y a, et je vois que les inscrits et les présents déjà sont nombreux, c'est que ce qui semble naturel, on est peut-être prêt à revenir dessus aujourd'hui. Et je pense qu'il faut le faire. Tu as souligné l'aspect conjoncturel. Oui, nous allons vers un marché durci, avec une moindre facilité à faire des affaires. Je crois que vous le sentez tous, et ceux qui ne le sentent pas, je pense qu'ils vont le sentir, hein, y compris sur les marchés les plus tendus. Je vous parle de Paris. Paris, ça y est, a changé de sens. Hein. Le marché est moins demandeur qu'il l'était. Il y a encore des tensions de marché énormes. Dans les grandes villes, ça restera structurel. Mais enfin, l'indicateur de tension, hein, il est calculé notamment par l'observateur qui est meilleurs agents, il s'est fortement réduit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Rennes et dans toutes les grandes villes. Donc, c'est dans ces temps-là, en général, que les professionnels s'interrogent davantage. Quand leur marché naturel, la revente de logements existants, si on parle des agents immobiliers, ou la construction de maisons individuelles, quand ça marche très fort, quand tout marche bien, on se contente de son marché et on n'a pas tort, parce que ça suffit à employer toute l'énergie. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Alors, l'état des lieux déjà, ça tient à un chiffre. Il y a moins d'1% de la production de logements neufs aujourd'hui qui est commercialisée par les professionnels de l'existant, qu'on appelle les agents immobiliers. Moins d'1%. Et en général, pour être encore plus clair, c'est ce qu'on appelle des queues de programme, c'est-à-dire que le lien entre l'agent immobilier et le logement neuf, il est un peu par défaut. Idem, si on prend la perspective du promoteur. Hein, il y a des promoteurs qui disent, qui disaient, mais au passé, je vais parler du présent plus précisément ensuite. Les promoteurs ont longtemps dit, en tout cas, moi j'ai mes canaux de commercialisation, j'ai mes forces de vente, j'ai mes partenariats avec des conseils en gestion de patrimoine indépendants, avec des plateformes de distribution. Et puis l'agent immobilier, je vais le voir quand vraiment je ne suis pas arrivé à vendre des logements. Et on sait ce qu'on met derrière les codes de programme. C'est pas les mieux situés, c'est pas les plus clairs, c'est pas ceux qui sont dans les étages les plus élevés, etc., etc. Bon. Et donc on allait voir l'agent immobilier en lui confiant une marchandise qui n'était pas la plus désirable. Mais ça lui allait bien parce qu'au fond il ne le souhaitait pas vraiment non plus. Les raisons, barrières culturelles. On se dit que le neuf c'est du côté des promoteurs, que l'ancien ou l'existant, c'est du côté des agents immobiliers, et chacun chez soi, les vaches sont bien gardées, comme on dit chez moi. Bon. Et donc une espèce de confort à se dire, ça c'est le métier de l'autre, c'est pas le mien, je ne veux pas me risquer non plus à aller sur son territoire. Une raison aussi qui tient à la nature même du logement neuf, il n'existe pas le logement neuf. Sauf exception. À un moment donné, il sort de terre et c'est un logement comparable à un logement existant. Mais autrement, il est en vente en état futur d'achèvement. L'acronyme est clair. Quand on le développe, il n'existe pas. Il existera, mais il n'existe pas. Donc, c'est forcément une autre façon de vendre, puisque, par définition, on ne va pas montrer l'objet comme on montre un logement ancien. Et ça, c'est indéniable. Donc, l'objet n'étant pas le même, un existe, l'autre n'existe pas, c'est des modalités pour le moins différentes, il y a effectivement un frein. Un frein aussi, parce que d'un côté, et ça c'est le mauvais côté, mais les agents immobiliers s'y sont accommodés,
Ils ajoutent un peu de souplesse aujourd'hui avec le home staging, par exemple. Mais globalement, il y a une dictature du produit dans l'ancien. C'est-à-dire, il préexiste, il est là, il est comme il est, avec ses qualités et avec ses défauts. Et on a appris à magnifier les qualités, non pas à cacher les défauts. On ne serait pas un bon professionnel, mais en tout cas, bon, à montrer que les défauts, ça peut lui donner du charme, ou ça peut, je ne sais quoi, ou que ça peut se réparer. Dans le neuf, on a évidemment une toute autre attitude. On a un produit qui est encore malléable, relativement malléable, et donc ça n'a rien à voir. Et puis, il y a quand même une chose, les professionnels du neuf, je vais vous donner le chiffre 2020, mais à 50%, ils vendent des logements grâce à la défiscalisation, c'est-à-dire à des dispositifs, j'ai cité le premier d'entre eux et le dernier d'entre eux, l'actuel, dispositif Pinel, et par voie de conséquence, ils sont forcément dans une culture fiscale, au moins un minima. Je vais avoir la dent dure envers les agents immobiliers. On sait que c'est par affection. Voilà, hein, j'ai fait ce métier et j'aime et je respecte ce métier, mais quand je pense qu'il faudrait l'améliorer sur certains points, je suis là pour ça. Et aujourd'hui, je suis là pour en parler avec vous d'ailleurs. La culture fiscale de l'agent immobilier, elle est très insuffisante. Alors, ça saute aux yeux pour les investisseurs, y compris dans l'ancien. Est-ce que vous voyez beaucoup dans les vitrines de produits investisseurs avec des simulations de rendement, etc. Ça n'est pas ce qui est naturel. L'agent immobilier a beaucoup appris à vendre les logements résidence principale et il en vend aussi à des investisseurs, mais sans véritablement les conseiller en matière fiscale et sans entrer dans ce mécanisme. L'existant le mériterait autant que le neuf. Mais ça veut dire que cette barrière, lorsqu'on lui dit, mais tu sais, dans l'ancien, dans le neuf, il va falloir que tu aies quelques connaissances fiscales, que tu sois capable de faire des calculs de rendement, que tu sois capable... Il y a une espèce de dissuasion. Voilà. Donc, indiquer vers un autre professionnel, pourquoi pas, mais le faire soi-même, beaucoup moins. Et la conviction pour finir, que, en tout cas, ce n'est pas les mêmes forces de vente, ce n'est pas les mêmes négociateurs. Et de vous à moi, je ne m'associe pas à ça. D'abord parce que je pense que je crois un peu à la formation, hein, comme président d'école, on ne m'en voudra pas. Et je pense, je vais y revenir, qu'on peut se former et que la fiscalité ne doit pas être un barrage. Et que même, quand on va entrer dans la culture fiscale, eh bien, on va aussi servir le métier de l'agent immobilier et que la même personne peut vendre le neuf ou l'ancien. Alors, est-ce qu'on va spécialiser néanmoins, parce que le portefeuille qu'on aura va le mériter, on aura assez d'offres dans le neuf pour que quelqu'un s'en occupe et gagne sa vie? Ça, c'est possible, ce sont des considérations, gestion des ressources humaines, je n'entre pas là-dedans, on peut y entrer s'il y a des questions, mais a priori, je ne sais pas si, selon le portefeuille, je vais spécialiser ou pas spécialiser. Mais il faut arrêter de se dire, ça c'est un vendeur d'ancien, il est incapable de vendre du neuf. Moi, je ne crois pas à ça. De la même manière que quelqu'un qui a été chez un promoteur, je ne vois pas pourquoi il se dirait je suis incapable de vendre de l'ancien. Les mêmes personnes, elles ont des capacités commerciales, elles ont une adaptabilité, elles ont un goût du produit immobilier. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et après, il y a bien sûr techniquement des choses à s'approprier, qu'on parle d'urbanisme, qu'on parle de fiscalité, c'est une évidence. Donc voilà, aujourd'hui, le constat, il est celui-là, c'est un clivage qui pour moi est vraiment lié à une certaine façon de voir les choses, à des considérations culturelles, à l'habitude. Et je crois qu'on peut revenir sur cette habitude et qu'il faut le faire parce que on va y venir après, hein, j'ai en tête une série de raisons fortes de passer à l'acte, en plus de la raison conjoncturelle qui est que si je gagne moins bien ma vie sur la revente de logements existants, c'est le moment de regarder autre chose. Ça, c'est évidemment un levier, et un levier d'opportunité. Mais plus fondamentalement, structurellement, il y a des vraies raisons de s'intéresser au logement neuf. J'ai parlé de la défiscalisation, ça peut aller jusqu'à l'accession à la propriété, mais c'est vrai que je pense que la première marche, l'amorce, ce qui va donner envie de vendre du logement neuf, ça va être les logements investisseurs. C'était 1 sur 2 en 2020. Et je pense que la structure en 2021, elle va pas non plus être différente de celle-là. Donc, c'est déjà la moitié du marché, mais l'autre moitié mérite qu'on s'y attarde. Oui, alors, dans le neuf, ça intéresse beaucoup d'acheteurs potentiels. Et tu parlais de culture fiscale.
faut un peu séparer aussi dans le neuf les acheteurs qui vont être intéressés pour une résidence principale et ceux qui vont être intéressés pour faire un investissement locatif. C'est pas la même technicité qui va être impliquée. Alors, c'est pas la même technicité. Il faut aussi retenir quand même les vertus que va avoir le logement neuf. Aujourd'hui, bon, vous savez comment on parle, l'Assemblée nationale commence l'examen du projet de loi climat-résilience. Je regardais de près, j'ai tweeté à la première heure d'ailleurs là-dessus, les contraintes qui vont peser sur les acquéreurs de logements existants. En première approche, les bailleurs, mais les autres aussi, hein, notamment les copropriétaires, parce que des contraintes vont peser sur les copropriétés et tous leurs copropriétaires, qu'ils soient non occupants ou occupants. Donc de toute façon, on va avoir sur le parc existant, qui n'est pas à niveau, qui est loin du compte, vous le savez, une pression très forte, avec des enjeux économiques, financiers, budgétaires pour les ménages très lourds. Le neuf est un produit aujourd'hui qui a une attractivité infiniment majorée. Il a toujours eu une forte attractivité, les promoteurs savaient mettre en avant, qu'on soit investisseur, qu'on soit occupant, le fait que, on va dire 10 ans après la livraison d'un logement, il n'y avait pas de travaux, en gros, pas de travaux significatifs, qu'il y avait des garanties attachées au produit, la décennale ou la biennale, que les considérations de performance acoustique, déjà énergétique, on en parlait il y a déjà 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, d'évidence, les vertus environnementales du logement neuf, ça ne va pas être un luxe et les ménages vont avoir, je le crois vraiment, une préférence. Il va falloir que le logement ancien rattrape ce défaut qu'il a par rapport au logement neuf. De manque de performance énergétique, mais pas qu'énergétique, parce qu'au passage, on va s'apercevoir que le logement neuf, il est pétri de qualité. On peut lui dire qu'il a des défauts aussi. Là, je parle de ses qualités. Je pense qu'il va revenir sur le devant de la scène, même si numériquement, on le sait, on m'avait vu combattre d'ailleurs pour que le gouvernement en prenne conscience, mais l'an dernier, on a fait 350 000 logements neufs. On va probablement être plus près de 300 000 en 2021 et le nombre de transactions dans l'existant en 2021, ce sera peut-être 800 000. Bon, donc vous voyez, on a de toute façon un rapport entre les deux qui fait que le logement existant, c'est le gros du bataillon et ce sera toujours le cas structurellement. Imaginez même qu'on remonte à 450 000 logements neufs, il le faut. J'espère vraiment qu'on y arrivera en 2022 ou 2023, mais de toute façon, ça fera moins de la moitié. Et là-dedans, il y a le logement social qui est significativement important. Mais il reste que, si on ne parle que de l'objet, je pense qu'on va désormais mettre en compétition plus qu'on le faisait avant, y compris pour la résidence principale, sans considération fiscale. Alors, sans considération fiscale, mais avec des considérations financières. Parce que tous les gouvernements, ça ne changera pas. Parce qu'il y a le bâtiment derrière, il y a l'emploi. Vous savez, il y a plus d'1,5 million d'emplois directs sur la construction. Et donc, le PTZ, le prêt à taux zéro, vous le voyez, il est essentiellement pour le logement neuf. Si demain il y a un autre dispositif qui porte notre nom, il sera, moi je vous le dis, essentiellement sur le logement neuf, quels que soient les efforts des gens de l'ancienne, de la FNAIM ou du Nice ou des autres. Et là, on parle de l'accédant à la propriété et non pas de l'accédant modeste. C'est quasiment 70% des Français qui sont éligibles au PTZ. Donc on parle de la clientèle très largement des agents immobiliers. Et ceux qui diraient « Ah mais non, mais c'est une clientèle sociale », non pas du tout. C'est l'essentiel des ménages qu'on va aider à acheter du logement neuf et qu'on ne va pas aider à acheter du logement ancien. Regardez sur l'histoire, lorsqu'il y a eu des aides pour acheter du logement ancien, ça a existé, des liquidités d'intérêt d'emprunt, on se le rappelle encore, ça existait à trois périodes depuis 30 ans, bon, mais ça n'a pas duré et ça n'avait absolument pas la puissance du PTZ. Et pour le neuf des investisseurs, là c'est clair, les dispositifs sont puissants. On a aussi un dispositif fiscal qui s'appelle le déficit foncier dans l'ancien. Il est autrement moins puissant. Je mets de côté des dispositifs très particuliers, je pense au Malraux, sur des produits très, très, très spécifiques qui s'adressent à des profils particuliers. Mais autrement, les aides attachées au neuf,
viennent s'ajouter aux vertus du logement neuf. Et je pense que dans la vitrine virtuelle ou réelle des agents immobiliers, on va chercher un corner avec du neuf, là où ce n'était pas le cas. Et autrement, ben, on ira ailleurs. Mais c'est dommage, je pense que l'agent immobilier, il a une grande qualité qui minimise peut-être, il est populaire. Il y a des moments où on peut penser qu'il est impopulaire. Moi, je crois qu'il est surtout populaire. Ça fait partie du paysage naturel des ménages. Et c'est le guichet unique. Et vous voyez le mot administrateur de biens. Beaucoup font aussi de la gestion. Administrateur de biens, personne ne connaît le mot. Bon. Vous dites dans la rue, qu'est-ce qu'un administrateur de biens? On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et tout le monde appelle le professionnel de la gestion comme de la transaction, vente et loc, agent immobilier. C'est un guichet unique. Pour ces raisons-là aussi, je trouve assez naturel qu'on pousse la porte et qu'on voit qu'il y a des logements neufs. Et puis bien sûr, on sait que quelqu'un les a construits, ça s'appelle un promoteur. Mais pour le reste, l'idée de guichet unique, je pense qu'elle a du prix aujourd'hui. Ouais. Vous êtes donc très positif pour l'avenir de l'immobilier neuf? Alors oui, je pense qu'il y a des raisons de vouloir basculer. Après, le destin des professionnels, c'est toujours pareil, dans leurs mains. Et puis, il y a ceux qui vont le faire. Voilà, il y a ceux qui vont passer le cap. Il y a ceux qui ne le feront pas. Voilà. Il me semble que il y a des effets de génération aussi. Hein. Vous voyez, bon, moi, j'ai créé l'IMSI il y a 22 ans, mais je suis très confraternel. L'ESPI, qui est la plus ancienne, existe depuis 72. Bon, il y a l'ESI, l'école de la FLA, il y en a d'autres. Hein. On voit bien aujourd'hui, allez, surtout depuis 20 ans, ou depuis 25 ans, ça fait une génération, que des jeunes ou des moins jeunes, il y a des reconversions, font des études spécialisées. Je pense que déjà, tout cela, ils sont décomplexés par rapport aux freins que j'évoquais, à la fiscalité, ou même aux considérations techniques. Le professionnel maintenant, ben, il va devoir, qu'il soit dans le neuf ou dans l'ancien, s'intéresser à la technique du bâtiment, s'intéresser aux pathologies, s'intéresser à des sujets qui sont liés à la rénovation ou sur les constructeurs, liés aux obligations, réglementation environnementale notamment. Donc, la culture spécialisée large de ceux qui entrent dans le métier, à mon avis, l'a contaminé. Il y a des jeunes professionnels partout, dans toutes les agences, des jeunes professionnels. Ça peut être un jeune négo, ça peut être un jeune patron, peu importe. Et je pense que ceux-là vont beaucoup moins se mettre des barrières. Ils savent d'ailleurs, moi je leur dis, qu'en 35 ou 40 ans de carrière immobilière, pour avoir leur point de retraite, il faudra même peut-être qu'ils travaillent 45 ans ou 50 ans. Quand je leur dis ça, ça les fait sourire. Je ne suis pas sûr qu'ils aient raison de sourire. Allez, imaginons 40 ans de carrière immobilière. Ils vont changer, mais je vous dis, 10 fois de métier. Et ça, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui faisaient de la vente de logements anciens toute leur vie. Voilà, ils finissaient directeur des ventes éventuellement ou patron d'une boîte, mais ils ne faisaient que ça. Les promoteurs ne faisaient que ça. Les gens du social, ils n'étaient que dans le social, etc. Tout ça évolue à la vitesse grand V. Donc, puisqu'on est appelé à faire plusieurs métiers, qu'on fait des formations spécialisées, en tout cas, elles sont en vente libre, et elles ont beaucoup de succès, je vous le dis. Nos écoles font le plein. Ça me plaît. Il en sort des gens avec une culture généraliste de l'immobilier, en particulier du logement. Entre ça et l'agilité professionnelle dont il va falloir faire preuve en 40 ans de carrière, les complexes, les barrières, tout ce que je montrais du doigt tout à l'heure, ça ne va plus exister. Donc ça me rend optimiste. En plus des obligations liées à une conjoncture qui se dégrade aujourd'hui. Ça me rend optimiste. Et je pense véritablement qu'il y aura de plus en plus de passage à l'acte, de basculement. Il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est la question des synergies. La plupart des professionnels de la transaction aujourd'hui, dans l'ancien, des agents immobiliers, font de la gestion. Regardez, ne prenez que les grands réseaux de transactionnaires, je vais citer de leaders, Century 21 ou Orpi, dans mauvais ordre d'ailleurs, en nombre de professionnels, ça fait 10 ans qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur pour que leurs franchisés ou leurs coopérateurs, si on parle d'Orpi, fassent de la gestion locative, voire de la copropriété, mais en tout cas de la gestion locative. Et avec de la croissance organique, c'est-à-dire ils ne leur ont pas dit allez voir le banquier, acheter un portefeuille, on n'a pas besoin pour ça d'être incité. Ils leur ont dit déjà regardez, vous avez des clients qui achètent de l'investissement locatif, donc prenez la peine de leur proposer de la gestion derrière et équipez-vous
qu'un collaborateur soit capable chez vous de faire de la gestion locative. Il y en a qui ont des portefeuilles aujourd'hui qui se sont constitués de 500, 1000, 1500, 2000 euros au fil des ans, en croissance organique. Donc, la question de la synergie, ils y sont sensibles, voire de la gestion de copro. Dès que vous faites du neuf, vous avez une facilité, on peut appeler ça de la difficulté parce qu'il faut entrer dans le bazar, hein, mais vous avez en tout cas à votre main des synergies qui se feront beaucoup plus naturellement. Parlons des deux métiers qu'on peut mettre en synergie, gestion locative ou copro. Vous allez avoir des produits venant d'un promoteur. Bon, même s'il peut y avoir avant cela une sélection, et c'est le métier de qui, une sélection. Mais en tout cas, on sait que derrière, il y a des promoteurs et des enseignes connues, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales. Ces enseignes passent à longueur de temps des accords, et pas qu'avec les leaders, pas qu'avec les Foncia, Nexity ou Nexity qui en plus fait les deux métiers, bien sûr, ou Citia, mais aussi avec des opérateurs locaux pour plein de raisons, y compris parce que les leaders ne donnent pas toujours satisfaction. Les opérateurs locaux pour la gestion locative. Donc, vous vendez à un investisseur, vous proposez la gestion locative, vous packagez. Vous vendez à un accédant à la propriété, ben vous avez pu passer un accord avec le promoteur parce qu'il va falloir un syndic. Les promoteurs, vous le savez, ne sont pas friands d'être, ils sont le premier syndic juridiquement, je dirais. Ils ne sont pas friands de garder ce métier-là, ils passent la main tout de suite. Vous pouvez évidemment vous imposer comme syndic de copropriété. Et là où ce n'est pas facile de gagner une copro dans l'existant, au prix d'un accord commercial, alors il faut là aussi se mettre à niveau. La gestion du neuf, c'est aussi la gestion des problèmes liés au neuf, c'est des problèmes de livraison. Bon. Mais qui ne sont pas insurmontables. C'est un métier que je connais bien. J'ai piloté le service investisseur de Foncia, c'est pas moi qui l'avais créé. Quand j'y suis arrivé, je l'ai piloté pendant plusieurs années. Je l'ai créé dans d'autres enseignes que j'ai servi. Bon, le dialogue avec un promoteur pour reprendre de l'offre neuve, il faut savoir le mener. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. A fortiori, si c'est un promoteur local, il n'y a pas de dissymétrie de taille. Vous avez une agence locale, le promoteur est régional. Vous discutez avec lui et même avec les promoteurs nationaux. Je peux vous le dire. Donc aujourd'hui, ces synergies-là, c'est un enrichissement de matière, c'est une sécurisation du fonds de commerce. Parce qu'il faut quand même dire une chose. Si vous prenez l'obligation, on va le voir aujourd'hui, de sécuriser son entreprise. Une entreprise, elle doit être solide. On sait que les entreprises de transaction sont plutôt sous-capitalisées. Quand elles sont mono-activité, ben, elles ont cette fragilité-là. Comment on fait pour renforcer? On diversifie. C'est une façon d'asseoir l'entreprise et c'est une façon de lui donner de la valeur. Je peux vous dire, je fais des transactions en fonds de commerce d'agents immobiliers dans les activités de conseil aujourd'hui ou d'administrateurs de biens. Ben, quand je n'ai à céder que de la transaction dans l'ancien, ben, je peux vous dire que c'est embêtant, quoi, parce que la valorisation elle est très faible et c'est très injuste parce que c'est un métier difficile. Dès qu'on va ajouter de la gestion locative, de la copropriété, et même si on ajoute seulement la diversification par la vente de logements neufs, on assoit l'entreprise, on lui donne une valeur sonnante et trébuchante, hein, à traduire en dizaines ou en centaines de milliers d'euros, qui n'est pas du tout la même. Donc ça aussi, c'est une raison d'ouvrir le compas et d'aller vers le neuf pour la commercialisation et pour la gestion qui est juste derrière la commercialisation. Alors, une question pour vous, Henri. De quels moyens les agences immobilières peuvent-elles user pour tirer leur épingle du jeu sur ce marché en progression qui est le marché du neuf? Vous parliez tout à l'heure des corners qu'on pourrait réserver au neuf dans les agences immobilières. Est-ce que vous en voyez d'autres qui, de manière très pratico-pratique, finalement, pourraient demain permettre à une agence immobilière de se développer sur ce marché? Alors, déjà, il y a une difficulté que j'ai évoquée, mais je vais y insister parce que ça fait mal, mais que vous apportez une réponse à ça. Il y a un problème de rareté de l'offre aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'espère que dans les années à venir, mais quand je disais 2022-2023, je suis peut-être très optimiste. Ce sera peut-être dans les 2-3 ans qui suivent.
on reviendra, on se rapprochera des fameux 500 000 logements par an dont on aurait besoin. Bon. Sachant que là-dedans, je le redis, il y a bien sûr le logement HLM. En 2020, c'était sur les 350 000 logements, c'était 90 000 logements HLM. Tout le reste, c'était quand même du privé, maisons individuelles et collectifs. Mais là, on a un problème de raréfaction de l'offre. Donc, une première difficulté, ça va être d'accéder à l'offre. Avant d'aller vers votre question, c'est-à-dire comment on la market, comment on la distribue. Et là, vous êtes une solution. C'est-à-dire que si on n'a pas un partenariat avec une plateforme puissante qui sait aller chercher l'offre, la consolider, et puis la redéployer ensuite, là, c'est chaud. Là, c'est compliqué parce que en 2021, on s'entend, et sans doute encore 2022, parce que l'offre va être extrêmement faible. Les promoteurs ont aujourd'hui un stock qui est presque 2 fois moindre que ce qu'il faudrait pour que le marché tourne bien. Et donc, trouver une offre disponible va être plus compliqué, mais ça, c'est votre métier. Bon. Et donc, moi, si je suis agent immobilier et qu'on me dit, vous ne vous occupez pas de ça, c'est-à-dire le sourcing, on s'en occupe, je n'ai pas cette migraine. Parce qu'autrement, clairement, 2021-2022, oui, ça va relever de la migraine. Ça va être compliqué d'aller chercher les produits. Donc, ce problème pouvant être résolu avec un lien avec vous. Je parlais, oui, d'identifier dans les vitrines réelles ou virtuelles, mais les vitrines réelles ont encore un prix. Hein, elles n'ont pas le même qu'avant d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on va vendre les produits. C'est comme ça qu'on va montrer qui on est. Les vitrines sont identitaires. Les sites internet, moi je suis désolé, alors entre les portails d'annonces qui ne sont pas identitaires, hein, moi si je mets mon offre sur Se Loger ou Bien Ici, mon identité elle disparaît. Bon. Et donc je suis derrière mon produit après. Je peux avoir mon site. Bon, alors si je suis l'agence X à Paris ou ailleurs, mon site il va être identitaire. Mais enfin, il ne va pas avoir beaucoup de souffle. Si je fais partie des leaders, ça va aller mieux. Bon. Donc la vitrine physique, elle garde cette fonction aujourd'hui, non pas de distribution, non pas de commercialisation, c'est effectivement le site qui va jouer ce rôle-là, où on va pouvoir aller très loin dans la qualité de la présentation, on n'a pas de problème de place, on n'a pas de problème de coût, d'espace et tout. La vitrine va être identitaire et donc elle va venir dire au public, ici, tu as un professionnel, pas seulement de l'ancien, mais aussi du neuf. Et c'est pour ça qu'il va falloir identifier la vitrine. Soit dit en passant, ça va guérir les agents immobiliers qui sont encore malades d'un certain archaïsme. Moi, je vous dis, bien sûr, ce que je dis concerne pratiquement pas les franchises parce qu'elles travaillent énormément là-dessus, ou Orpi, mais les indépendants ne sont pas assez attentifs à la modernité de leur vitrine. Quand on vend du neuf, si on n'a pas une vitrine moderne, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et ça, le produit neuf, il crée une exigence de modernité, de l'apparence de l'agence immobilière. Et j'allais dire de l'agent immobilier. Parce que vous ne pouvez pas vendre du neuf en ayant vous-même l'apparence d'être associé à des méthodes anciennes ou à une image ancienne. Clairement, les métiers de la production de logements et de la distribution, les forces de vente des promoteurs, je pense que dans l'imaginaire des ménages, on les met du côté des plus modernes et les agents immobiliers, on ne les met pas du côté des plus modernes. Donc, ça me va bien aussi qu'il y ait cette réévaluation. Après, est-ce que, au passage, je souligne une chose d'ailleurs sur la commercialisation du neuf, je pense qu'il pourrait y avoir des questions si on ne l'abordait pas de toute façon, c'est la question des honoraires. La défense des honoraires, c'est un sujet éternel. Et moi, je vous parie qu'en 2021 ou 2022, il ne va pas être plus facile à traiter qu'avant. Il va être beaucoup plus difficile à traiter. Bon. Parce qu'il y a une désolvabilisation de la demande. On claironne beaucoup depuis un an, mais moi, je ne m'y associe pas. Hein, qu'on est résilient, c'est le mot à la mode. Hein. On ne le connaissait pas il y a encore un an, ce mot-là. Maintenant, tout le monde le connaît. Bon. Ça veut dire qu'on est résistant. Hein. Oui, on est résistant, mais enfin, on a déjà perdu à peu près 15% de transactions en 2020. Ça n'est pas rien. Et on va en perdre en 2021. Et surtout, les ménages, vous voyez bien qu'il y a une pression sur les prix aussi. Ce n'est pas dommage. Il y a une désolvabilisation, une fragilisation des ménages. Donc,
défendre des honoraires aujourd'hui va être plus dur que par le passé. Ça me paraît d'une banalité totale. Bon. Et dans l'ancien, les honoraires sont un sujet. C'est-à-dire, outre que, bon, il faut évidemment les analyser dans les vitrines, hein, le législateur est passé par là, mais c'est un sujet de débat. Vous le savez très bien, vous êtes tous sans doute dans la profession ou proche de la profession. Voilà, on fait des formations, comment défendre ses honoraires, et on en fera toujours. Dans le neuf, étonnamment, enfin, ça peut s'expliquer, hein, mais étonnamment, il n'y a pas de discussion sur les honoraires. Il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'il y a la conception d'un produit qui en soi est packagé. Le packaging pouvant aller jusqu'à la gestion si on est sur de l'investissement locatif. Mais un produit qu'on n'associe pas au moindre problème. Qu'on n'associe pas au moindre problème. Et donc, par exemple, qui dans le neuf, regardez, on va vous dire, ah oui, mais déjà le neuf bénéficie, ça c'est un attrait aussi, hein, on ne les a pas tous cités, de droits de mutation réduits. Effectivement, ils sont de l'ordre de 2% et ils sont quasiment à 8,5% dans l'existant. Et donc, je voyais hier un journaliste qui me disait, ah oui, c'est réduit. Ça m'allait bien de montrer que le neuf avait cet avantage-là. J'ai été honnête avec lui, mais j'ai dit, mais vous savez qu'ils sont sous TVA, les logements neufs. Il y a 20% de TVA, sauf exception, 20% de TVA. Est-ce que vous avez déjà vu un acquéreur dans le neuf dire, ah oui, mais il y a 20% de TVA? Mais non, voilà. Le produit neuf en fait rêver d'une très lourde fiscalité, c'est comme ça. Et de la même manière, tout ce qui va être associé au logement neuf, celui qui l'acquiert, que ce soit un acquéreur de maison individuelle, que ce soit un acquéreur de logement collectif pour l'occuper, ou un investisseur, ne se soucie pas de ce qui est autour. Voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est un sujet très, très important. Alors après, en termes de marketing, comment on peut identifier encore plus le neuf? Je crois que le neuf, on disait qu'il avait un problème, c'est qu'il n'existe pas. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de ne pas exister, parce que c'est la différence qu'il y a entre le fantasme et la réalité. Moi, j'aime bien le fantasme. Je ne vais pas vous révéler mes pentes personnelles, bon, c'est un problème, mais j'aime bien, voilà, bon, pas dans tous les domaines, mais j'aime bien rêver. J'aime bien rêver. Regardez, je prenais tout à l'heure la comparaison avec l'univers automobile. Regardez les efforts. Et puis alors, il y a une révolution qui est en train de se passer. Il faut prendre des exemples à l'extérieur. Il ne faut pas penser que tout se passe chez nous et ailleurs, ce n'est pas pareil. Les concessionnaires qui souffrent énormément, pour plein de raisons, se sont aperçus que les achats automobiles se faisaient jusqu'au bout par Internet pendant cette période-là. Ce n'est pas sur ce point que je compare, je vous mets à l'aise, je ne vous dis pas qu'on va vendre les logements sur Internet de bout en bout. Je n'y crois pas. Enfin, j'ai du mal à y croire. Il y en a qui y croient. Hein. Je suis peut-être un peu marqué par mon âge là-dessus, mais j'y crois pas. Et ce que je crois, c'est que le processus digital d'achat, il se rallonge et qu'on va très très loin dans ce processus, à la limite de l'acte d'achat. Et que l'acte d'achat, après, je pense que quand l'enjeu est lourd, il passe par une rencontre, on veut voir un être humain en face de soi, on veut être rassuré, on veut le voir dans un lieu physique où on se dit, tiens, si ça ne va pas, je pourrai y revenir, je vais rencontrer quelqu'un. Mais on est au bout de la chaîne de l'acquisition. Cette chaîne, elle est très longue, de la première recherche sur un site jusqu'à… Bon. Le logement n'existe pas et donc on peut le faire exister. Regardez ce que font les promoteurs. Ils ont aujourd'hui des logiciels qui font qu'ils dépensent beaucoup moins d'argent en maquettes. Il y a encore des salons d'immobilier, enfin il n'y en a plus maintenant, mais bon, il y en aura de nouveau. Ce sont des lieux très fréquentés, les salons d'immobilier. Ce n'est pas forcément là qu'on achète. Et bien sûr, vous y voyez des belles maquettes. C'est tout ce qu'a le promoteur. Il n'a que la maquette. Bon, il peut vous montrer le terrain, il peut vous montrer la maquette. Bon. Mais aujourd'hui, il fait beaucoup plus. Tous les promoteurs, tous, pas que les plus importants, ils ont été pionniers parce qu'ils ont plus de moyens, c'est normal, mais ont des logiciels qui fait que vous voyez, vous visualisez, y compris en 3D, le logement, que vous êtes en mesure de travailler sur son aménagement, que vous pouvez déplacer une cloison, que vous pouvez, dans la limite de ce qui vous permet, hein, c'est évident, mais modifier quantité de choses, modifier des matériaux, modifier des couleurs, modifier… Donc,
le logement neuf, vous avez une possibilité de le marketer que le logement ancien ne vous offre pas. Peut-être que ça viendra. Moi, je déplore que pour le logement ancien, on n'ait pas des simulateurs de travaux, etc. Parce que les acheteurs ont beaucoup de mal à se projeter dans autre chose que ce qu'ils voient. Bon. Et même les agents immobiliers, parfois, ils ont du mal à expliquer qu'on pourrait très bien mettre la cuisine à la place de la salle d'eau et que finalement, c'est pas un problème. Bon. Mais il y aura toujours ce que j'appelle la dictature du logement ancien. Le logement ancien, c'est vrai qu'on ne va pas non plus, sauf à dépenser des sommes incroyables, le transfigurer. Le logement neuf, on va le faire exister virtuellement, c'est ludique. On va pouvoir montrer la souplesse qu'on va avoir. On va pouvoir, sans avoir de visite à faire, la visite est quelque chose, on l'a bien vu avec cette période, moi je me suis battu aux côtés des agents immobiliers pour que les visites soient autorisées. Bon, elles le sont de nouveau, mais avec un protocole. De vous à moi, je doute qu'il soit respecté. Normalement, c'est une visite par demi-journée. Bon. Mais on voit bien que l'activité de négociation dans l'ancien, elle est largement fondée sur la visite du bien. Largement. C'est un moment clé, déterminant. Eh bien, c'est une autre façon de travailler. Avec des outils numériques, on va procéder à des visites virtuelles et on peut en faire beaucoup. On peut en faire beaucoup si on a, selon le portefeuille qu'on va avoir, sur plusieurs localisations. Donc, c'est une autre façon de travailler, mais ludique, intéressante, qui va en appeler vraiment à la capacité onirique, hein, la capacité de rêve que les ménages vont avoir, surtout pour la résidence principale, mais même pour l'invest. Et ça, voilà, c'est aussi une autre façon de concevoir son métier, d'accueillir le public, de le faire rêver. On peut sur un site aujourd'hui, sur les plus beaux d'entre eux, je pourrais citer Nexity ou Bouygues, hein, bon voilà, c'est deux leaders hein, naturellement, mais leurs sites sont mais vraiment passionnants, quoi. Voilà, ils ont mis en place des outils et ils n'ont pas fini, continuent à y travailler. Je pense même qu'on n'a rien vu. Il y a beaucoup de startups hein, qui enrichissent aussi ça. Pour aller au salon Rent et on le voit, mais dans 5 ou 10 ans, ce sera magique et ça n'est pas encore. Voilà, donc je pense que dans la commercialisation, il y a aussi ça, quoi. Alors, c'est complètement notre approche de travailler sur ça, sur ces outils utilisés par les professionnels pour faire leur recherche. On a énormément travaillé sur, nous, la data, c'est notre spécialité. Donc, tous ces arguments qu'on peut aller piocher dans le big data pour mettre en avant un bien plutôt qu'un autre. On a pas mal de questions dans le chat. En fait, notre audience aimerait découvrir ce qu'on a développé pour eux pour faciliter leur vente et pour leur approche du neuf. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de ce point-là, hein, que c'était une façon d'approcher, de se développer, de se lancer sur le neuf, c'était d'utiliser des outils comme les nôtres. Est-ce que ça te va si on montre rapidement ce qu'on a fait on est friand de ton avis. Je vais partager mon écran et puis n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions sur l'outil ou si tu as envie de répondre sur certains points. Alors, donc, le GridKey, c'est un ensemble d'outils qu'on a développé, d'outils très techno, qu'on a développé pour faciliter le travail des prescripteurs. À l'origine, on a pensé ça surtout en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine qui étaient, pour notre petite histoire personnelle avec Mathieu, d'anciens clients et qui ont l'habitude de vendre du neuf depuis de très, très nombreuses années et donc qui nous ont aidés à peaufiner ces outils. Ces outils, c'est d'une part le premier comparateur Big Data d'immobilier neuf, donc que je disais rapidement il y a quelques secondes, qui propose 8 millions de données pour noter et comparer l'ensemble des biens disponibles sur le marché selon les différentes fiscalités concernées. Là, on a du Pinel, on peut avoir du LMNP, la nue propriété, bientôt les MH, la Malraux, le déficit foncier dont parlait Henri tout à l'heure. On a aussi des simulateurs financiers que je vais vous montrer juste un petit peu après, qui permettent de faire très rapidement et de manière très pédagogique des simulations pour la situation financière de votre client. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Et puis, un générateur de présentation commerciale automatisé relié à ces deux blocs-là que sont le comparateur immobilier et les simulateurs financiers pour rendre en main propre un document que j'ai édité en quelques clics, personnalisé pour mon client.
Donc, ce que vous voyez là c'est le comparateur Big Data. C'est 34 000 lots presque qui sont passés au crible des données GridKey, donc 8 millions au total. Là, par exemple, je suis en Pinel et ce que vous pouvez voir ici, c'est la liste des critères qu'on utilise pour noter et comparer donc ces biens-là. La rentabilité locative, le potentiel de plus-value, la facilité de revente, la sécurité locative et l'attractivité du quartier. Je peux les ordonner comme bon me semble. Vous voyez, Tristan, on ne voit pas ton écran. Ah. Alors, c'est peut-être lié à… Alors, je suis désolé pour ma connexion. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui me dit que… Ouais, là, on le voit. Ok, voilà, pardon. ça y est, c'est fait. Pardonnez-moi. Ouais, c'est bon. Tu peux recommencer peut-être? Oui, donc je disais, là, vous avez le comparateur Big Data dans lequel vous retrouvez les quasi 34 000 lots dont je parlais. Vous avez quelques filtres que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de voir sur les différents sites plus ou moins connus que vous utilisez pour vos recherches, qui permettent de définir le périmètre de biens dans lequel vous allez faire votre recherche. Par exemple, une zone géographique, un budget, un nombre de pièces, une surface ou des recommandations, des demandes explicites du client sur les annexes, l'étage d'exposition, etc. Donc ça, c'est des champs que vous avez l'habitude de manier. Nous, l'une de nos grosses innovations, parmi d'autres qu'on va défiler tout à l'heure, c'est ces critères de notation que vous pouvez ordonner comme bon vous semble, donc je vous le disais. Là, vous voyez, on est sur le potentiel de plus-value. On a le critère numéro 1 qui présente le potentiel de plus-value comme étant le critère le plus important pour votre recherche. Donc, pour votre client, par exemple, ou pour vous-même si vous décidez pour lui, vous pouvez très bien faire passer la rentabilité locative en numéro 1, par exemple. Et là, en dernier ressort, vous pouvez faire passer la sécurité locative, par exemple, comme le critère le moins important à vos yeux. Faire ça va permettre de régénérer l'ensemble du scoring de tous les biens et la note globale de chaque lot, la moyenne générale, si vous voulez, de chaque lot en fonction des notes que ce lot a pour chaque critère, va être modifié. Et de cette manière-là, ça vous permet de ressortir dans votre périmètre de budget, de localisation, etc., le meilleur lot pour votre client de toute la base, d'accord, de 34 000 lots, ce qui est vraiment très conséquent par rapport au nombre de lots actuellement disponibles sur le marché. Donc, ça vous permet de faire une recherche très personnalisée pour votre client et d'avoir des éléments objectifs à lui opposer, à lui présenter pour argumenter ou répondre à ses objections. Ces arguments-là, ces données, finalement, on ne va pas les garder pour nous. On va au contraire vous les partager. Quand on clique sur « Voir détail », on accède à toutes les données que GridKey mouline pour noter et comparer les biens. Donc, chaque critère utilise un certain nombre de données pour calculer sa note. Là, par exemple, on a la rentabilité locative qui va étudier les loyers de marché, les plafonds Pinel et éventuellement quelques arrêtés préfectoraux qui définissent de plafonds de loyer dans de rares zones. Il y en a très peu, mais on les étudie quand même, de manière à calculer la renta brute sur la base d'un loyer le plus prudent possible, à savoir le plus bas entre le loyer de marché, le plafond Pinel et ces fameux loyers plafonnés des arrêtés préfectoraux. Donc ça, c'est une sécurité de présenter une rentabilité à son client qui soit la plus juste possible, puisqu'il n'aura pas la mauvaise surprise de se rendre compte qu'en fait, le plafond Pinel n'est pas atteint dans la zone géographique où se trouve l'investissement qu'on vient de proposer. On vous calcule le loyer Pinel automatiquement pour vous faire gagner énormément de temps, parce qu'il est un petit peu compliqué. Ensuite, on a le potentiel de plus-value, qui est une analyse du positionnement prix de chaque bien. Donc, c'est une manière, en fait, c'est une photographie du bien qu'on est en train de regarder, d'observer, par rapport au minimum dans l'ancien, au max et au prix moyen dans l'ancien. On en tire des conclusions par rapport, par exemple, au maximum observé actuellement sur le marché dans l'ancien. Donc, on peut se dire que comme on est sur un bien neuf, on va a priori être dans la fourchette haute le jour où on va vouloir le revendre, puisqu'on va le revendre à 10, 15 ans, on sera plutôt dans du récent. Et puis, on va regarder ça par rapport au prix moyen dans l'ancien et se rendre compte que l'écart, bon, là, en l'occurrence, on est sur l'un des tout meilleurs lots de la base et il se trouve que c'est un hasard, il est exactement au prix moyen dans l'ancien.
Mais vous ne serez pas toujours comme ça ou à 1 ou 2% au-dessus. Vous allez avoir, par exemple, des cas de figure où vous êtes 17, 18% au-dessus du prix de l'ancien. Et ça, c'est une source d'objection majeure de la part de vos clients qui pourraient vous dire, vous savez, en 2021, ils connaissent tous les meilleurs agents, les se loger, les biens ici, etc. Donc, ils vont faire leur étude de marché par eux-mêmes, même après avoir reçu votre proposition. Et ils vont se rendre compte par eux-mêmes que le neuf est effectivement plus cher que l'ancien. Donc déjà, nous, on vous dit en un clic, vous n'avez pas besoin de faire votre étude de marché, on vous dit tout de suite que tel lot est 17 ou 18% plus cher que l'ancien de sa zone géographique, c'est-à-dire son quartier. Et en plus de ça, on vous le met en perspective par rapport à l'écart moyen sur l'ensemble du marché entre le neuf et l'ancien. Ce qui fait que d'une objection, vous pouvez retourner ça en atout, puisque, en fait, d'une part, il y a tous les avantages du neuf que vous connaissez ou apprendrez à connaître si vous décidez de vous pencher sur ce marché. Il y a les économies d'énergie dont parlait Henri, il y a les économies de frais de notaire, le fait qu'il n'y a pas de travaux ou que les gros travaux sont sous le coup de la décennale, donc qu'il y a globalement beaucoup moins de dépenses qui seront engendrées si on achète dans le neuf par rapport à l'ancien. Et vous avez en plus cet élément supplémentaire qui permet de dire, bah oui, certes, on est 17 ou 18% plus cher que l'ancien, mais finalement, sur le neuf est plutôt 29 ou 30% au-dessus du prix de l'ancien. Donc, ce bien que je vous propose est en réalité une opportunité, à un très bon positionnement prix. Ça, c'est pour le potentiel de plus-value. Moi, j'ajoute deux choses quand même sur les considérations économiques. Encore une fois, on l'a dit, il y a la question des aides, c'est presque des boosters. Accession, ça s'appelle le PTZ dans l'investissement Celpinel, essentiellement. Et ça, ça met loin devant le neuf par rapport à l'ancien. Et puis, il y a un sujet, moi je vous dis que quand début octobre, pas avant, la loi va être votée définitivement, il y en a qui vont avoir vraiment mal à la tête dans l'ancien. Que ce soit des propriétaires, notamment bailleurs, ou que ce soit des professionnels de l'immobilier, parce qu'il a été calculé par un récent rapport rendu au gouvernement que l'enveloppe moyenne pour faire sortir de la qualification de passoire thermique, et ça a été renforcé cette année à l'Assemblée, un logement, c'était 46 000 € en moyenne pour une maison individuelle, 25 000 € en moyenne pour un logement collectif. Bon. Sur le seul logement collectif, hors travaux de copropriété, pour l'immeuble lui-même. Ça veut dire qu'on va être très souvent à 40 000 50 000 € pour un logement dans l'existence. Ça veut dire que je ne suis pas en train de retourner ma veste et de dire qu'il faut disqualifier l'ancien quand quelqu'un rentre dans une agence et qu'il y a un corner du neuf. Mais très clairement, vous ne pourrez pas mentir, agent immobilier spécialisé dans l'ancien, vous ne pouvez pas mentir aux acquéreurs, notamment investisseurs. Dans votre offre, il y a la moitié des biens qui, dans les années qui viennent, il y a un échéancier qui est en train d'être créé. Et pas seulement pour les lettres F et G, on a ajouté la lettre E. On a ajouté la lettre E. Peut-être même que ça va encore remonter sous la pression de la Convention citoyenne pour le climat. Bref, la plupart de vos logements dans votre portefeuille destiné aux investisseurs devront nécessiter des dizaines de milliers d'euros en plus du prix que vous allez vendre le bien. Et ça, vous ne pouvez pas mentir, vous serez amené à le dire. Dans le neuf, ça confère un avantage qui est substantiel aujourd'hui. On ne se contente pas de faire ces analyses de prix. On va étudier aussi des données sociodémographiques, notamment via l'INSEE, qui donnent des informations très pertinentes et très précises, c'est-à-dire au niveau du quartier. C'est ce qu'on appelle le niveau IRIS. Donc, c'est voilà, moi j'habite Boulogne par exemple, c'est une quinzaine d'IRIS, on est divisé en une quinzaine d'IRIS, donc c'est à peu près des paquets de 10-15 000 habitants, je crois, qui vous permettent d'avoir une analyse très fine du marché que vous étudiez. Là, par exemple, on va avoir sur la facilité de revente une étude de la part des nouveaux ménages arrivant chaque année, qu'on compare systématiquement à la moyenne nationale, comme toutes les autres données, hein, pour avoir une idée de ce que ça représente. On va étudier la balance démographique sur 5 ans. On va étudier donc l'évolution des prix que nous projetons à 15 ans. C'est une donnée qu'on utilise essentiellement sur qui est liée au potentiel de plus-value.
Et on va utiliser des données sociodémographiques, des données propres pardon, à chaque lot qui sont liées à son étage, par exemple. À partir du deuxième étage, on va donner un bonus à chaque lot. Lorsqu'une orientation aussi est sympa, on va le préciser. On ne le précise pas si c'est un rez-de-chaussée ou un premier étage, on ne précise pas si c'est une expo nord. Là, en l'occurrence, on ne précise pas l'expo, donc c'est très probablement une expo nord. Et on va également préciser la part de logements sociaux de l'IRIS lorsqu'elle est cette part très importante ou faible. D'accord ? On le présente quand c'est très important parce que on considère que le conseiller doit être au courant de ça. C'est en général, ça peut être une objection assez facile de la part du client que de se balader sur Google Street ou Google Satellite et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de barres d'immeubles ou autres, et donc vous dire non mais voilà, je ne veux pas investir dans cette zone-là parce qu'il y en a beaucoup trop. Et ça, on vous prévient en amont pour que vous fassiez cette proposition en connaissance de cause et que vous ne soyez pas surpris de la remarque de votre client. On a ensuite l'attractivité du quartier, où là, on se base d'une part sur des données sociodémographiques qui vont permettre de caractériser l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce que je suis dans un environnement très aisé, plutôt aisé, de classe moyenne, populaire, très populaire? On va regarder pour ça la part des adultes ayant le bac, la part des cadres dans les actifs. On va ensuite regarder quels sont les points d'intérêt, en fait, les services du quotidien disponibles à proximité, c'est-à-dire à moins de 15 minutes, en gros, à pied. Et on vous liste, en fait, les supermarchés, boulangeries, boucheries, etc., comme vous le voyez à l'écran. On va également étudier les transports publics pour savoir quelle est la part des habitants de l'IRIS en question utilisant les transports en commun, ce qui vient révéler la présence plus ou moins forte de transports en commun dans le quartier. Et d'ailleurs, on travaille aujourd'hui sur un développement de cette donnée-là, puisqu'on pourra prochainement présenter le nom des transports, le nom de la station, le type de transport que c'est, est-ce que c'est un tramway, un métro ou autre, et la distance à pied depuis le programme. Et là, on ne sait pas le cas, donc on ne le présente pas, mais si on était dans une configuration Grand Paris, donc dans un programme qui se situe à proximité d'une gare, eh bien, on précise qu'en 2024, par exemple, dans le cadre du Grand Paris, la station X de la ligne Y sera mise en service. Et évidemment, ça vient impacter la note, ça vient mettre un bonus à la note de l'attractivité du quartier. Et ça, on est en train de le généraliser sur d'autres projets de transport. Je pensais par exemple à la 3e ligne toulousaine. Et plus généralement, on va le faire sur toutes les grandes communes, grandes et moyennes communes d'ailleurs, à mesure qu'on va les identifier. Et ensuite, on a pour terminer la sécurité locative, qui est une tournure positive du risque locatif qui mesure en fait le risque d'avoir des impayés ou tout simplement de la vacance, donc l'incapacité à louer le bien. Pour ça, on va regarder le taux de logement vacant de l'IRIS en question. On va regarder le poids des loyers dans les revenus des habitants, le taux de chômage et le taux de cadre, à chaque fois en précisant par rapport à ce que ça représente par rapport à la moyenne nationale. Et on précise également, vous le savez peut-être, qu'il y a la GLI qui existe pour se prémunir des impayés de loyer. Ça, c'est donc l'analyse data qu'on en fait. Et puis, vous avez ensuite les documents qui sont propres à chaque lot, que le promoteur met à disposition dans son extranet, mais pour vous éviter d'avoir à multiplier les partenariats à droite à gauche et donc à faire 70 extranets différents pour votre recherche, eh bien, on concatène tout dans cet outil-là pour que vous puissiez retrouver immédiatement votre plan du lot, votre plan de masse et tout un tas d'autres documents, dont le contrat de réservation, bien évidemment, mais éventuellement des ERP, des notices descriptives, des plans de parking, etc., etc. Et là, vous pouvez faire vos petites navigations, même en partage d'écran avec votre client, si vous étiez amené à le faire avec lui ou à côté. Mais bref, vous pouvez vous balader en vue plan, satellite ou street pour regarder un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes, faire vos captures d'écran et éventuellement
l'ajouter à votre présentation commerciale. Vous pouvez générer rapidement un PDF de présentation du lot, mais je ne vais pas vous montrer ça, je vais plutôt vous montrer le PDF global avec les simulations financières. Lorsque vous êtes en rendez-vous, R0 par exemple, vous découvrez votre client, vous pouvez lui créer une fiche où vous allez décrire très précisément d'une part ses coordonnées, mais surtout la constitution de son foyer, enfin sa situation matrimoniale. On va poser des questions très précises pour calculer la tranche marginale d'imposition de ce client. On va poser toutes les questions liées aux couches de revenus et charges qu'il peut avoir pour calculer sa capacité d'emprunt. Donc, vous voyez, c'est assez complet, on n'a rien oublié. Ça défile les champs les uns après les autres. Il n'y a qu'à les remplir. Ils sont tous sur une seule page, donc ne vous embêtez pas comme avec des logiciels concurrents qui sont complexes, qui ont plusieurs ramifications et dans lesquels vous pouvez vite vous perdre. Là, vous avez tout sur une seule page et vous n'avez qu'à suivre l'ordre des champs et y répondre dès que vous le pouvez. On va poser des questions sur les crédits d'impôt déjà utilisés, sur l'impôt que paye votre client. C'est important pour la suite. Là, on pose des questions, on va dire, pour personnaliser la recherche enfin, pas la recherche, mais le profil de votre client. Ça va personnaliser le document que vous allez lui rendre, son patrimoine actuel, ses objectifs patrimoniaux, ses critères de notation, sa zone géographique souhaitée. Et on arrive sur ce pavé-là qui est, je pense, qui va vous faire prendre conscience de la facilité avec laquelle vous pouvez accéder à ce marché. Parce qu'en fait, ce champ-là, ce bloc hypothèse d'investissement, il contient ce calcul montant optimal qui, en 2 clics, premier clic pour calculer, pour rentrer plutôt son taux d'endettement max à respecter, et un deuxième clic pour calculer immédiatement le montant optimal et non pas maximal d'opération de votre client. Je m'explique. Vous pouvez, en général, une méthode rapide pour calculer le montant d'investissement, ça serait juste de calculer le montant qui découle de la capacité d'emprunt et du taux d'endettement cible que vous avez rentré avec éventuellement un apport. Sauf que ça, c'est oublier quelques paramètres complémentaires qui sont très importants, qui sont même indispensables pour optimiser son opération, par exemple en Pinel. Notamment, je pense à l'impôt que paye votre client. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'envoyer sur un montant de dispositif qui lui permettrait d'effacer plus que ce qu'il paye comme impôt. C'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est que ce n'est pas optimal. On va en tenir compte. On va tenir compte de ce montant d'impôt qu'il paye. On va tenir compte du plafond de réduction d'impôt de 10 000 €, le plafond de niche fiscale. On ne peut pas le dépasser, on s'attache à ne pas le dépasser en fonction de ce qu'il a déjà utilisé comme crédit d'impôt. Ça aussi, on en tient compte. On va tenir compte du plafond lié au dispositif en lui-même, le plafond Pinel de 6 000 €. On va pas l'emmener sur une Pinel de 700 000 €. Ce n'est pas optimal. Donc, on tient aussi compte du reste à vivre imposé par les banques, de manière à optimiser le taux de succès de vos dossiers. C'est-à-dire qu'avec le montant que vous allez retrouver ici, et que vous pouvez modifier à la main le cas échéant, hein, si vous avez envie de montrer un montant un peu plus supérieur parce que ça vous arrange, parce que ça vous permet de présenter une opération qui est, par exemple, ici à 150 000 €, bah, vous pourrez. Mais ce que je veux dire, c'est que le montant que vous sortez là a toutes les chances d'être un montant finançable pour votre client, parce qu'il est déjà rigoureux en termes de contraintes. On vous indique par un laïus la raison de l'atteinte de ce montant optimal. Ici, par exemple, je suis limité par mon taux d'endettement cible. Et ensuite, on va vous décliner les frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, frais de courtage qui sont calculés automatiquement sur la base de ce montant d'investissement. On vous propose de paramétrer un différé partiel ou total avec la durée que vous souhaitez de ce différé, donc de la livraison du bien jusqu'à 24 mois de différé post-livraison. On vous propose de paramétrer des données liées au prêt, la durée que je souhaite, un taux de prêt et un taux d'assurance de prêt que j'ai modifié moi-même, si besoin. Et ça, ce sont les champs qui vous permettent de paramétrer votre plan de trésorerie qu'on va voir dans un instant dans le document que vous rendez à votre client.
La date de signature notaire, par exemple, c'est le top départ du tableau. Il démarre à partir de la signature notaire et non pas la date de livraison. On a ensuite la durée d'engagement Pinel, 6, 9, 12. On a la durée totale d'investissement à montrer, qui est en fait l'horizon du tableau. Est-ce que je décide de n'afficher que 12 ans, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, je montre la totalité de ce qui va se passer, y compris après la fin de la réduction d'impôt? Vous êtes libre de le calibrer comme bon vous semble. Et là, enfin, c'est toutes vos charges, avec par défaut les hypothèses qu'on a, nous, avec nos partenaires, mais vous pouvez très bien mettre les vôtres. Et d'ailleurs, vous pouvez en ajouter si on en avait oublié des importantes à vos yeux. Et vous retrouvez, alors je ne sais pas si c'est très naturel pour tout le monde, mais sur le marché du neuf, il y a une étape qu'on appelle la dénonciation, qui est une manière de se prémunir d'un démarchage en direct du promoteur, des forces de vente interne du promoteur, du client que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire que si votre client qui vient en agence s'interroge sur le neuf et que vous faites une recherche avec lui, ça vous évite qu'il aille voir le promoteur ensuite pour se renseigner et que le vendeur lui mette le grappin dessus et vous, entre guillemets, vole la vente. Donc, en dénonçant via GridKey, vous vous assurez que le promoteur ne va pas récupérer la vente que vous êtes en train de travailler déjà. Et les options, c'est ce qu'on… Nous, on pose une option en fait pour garder un bien 48 à 72 heures, le temps de faire sa proposition à son client, ce qui mène ensuite vers une réservation, le cas échéant, s'il est intéressé. Et donc, vous pouvez les retrouver ici. J'intercale une observation parce que dans 5 minutes, il faudra que je vous quitte. Alors, je préfère le dire tout de suite si la présentation durait encore quelques minutes. Qu'est-ce qu'on voit dans tout ce que tu dis là? Et je réagis tout de suite, je trouve que c'est bien conçu. Voilà, vous avez très bien pensé l'arborescence, ça me paraît assez naturel. Bon, et puis je ne doute pas en plus que vous l'améliorerez en permanence, parce qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà, me semble-t-il, très bien conçu. On voit que avec l'aide d'un outil bien foutu, on va entrer dans une recherche de données que, je suis désolé, on ne fait pas aujourd'hui quand on vend un logement existant. Sauf exception, j'ai des propos génériques, il y en a peut-être parmi vous qui vont être choqués parce qu'ils vont dire « mais moi je le fais ». Bon, dans ma recherche client, quand j'ai l'investisseur, oui, je vais jusqu'à lui faire une simulation et tout, je ne sais pas. Bon. Franchement, ce n'est pas la majorité des professionnels. Parce que c'est comme ça, ce n'est pas le réflexe dans l'ancien. Dans le neuf, on a ce réflexe. Et il y a des outils. Aussi parce qu'il y a des dispositifs. Là, on parle de l'investissement locatif, mais quand vous allez avoir un accédant, pour savoir s'il a accès au prêt à taux zéro, c'est pareil, vous avez des outils qui sont infiniment simples. Vous allez connaître ses revenus, sa structure de famille, les mariés, les pas mariés, il a des enfants. Bon. Tout ça, ce sont des données qui créent une richesse pour votre agence. Et quand on parle d'ailleurs de valoriser un fonds de commerce, vous savez, ce qui valorisera les fonds de commerce des agents immobiliers, c'est le traitement des datas, que vous ne faites pas en majorité aujourd'hui. Et donc, cette manne, elle est utilisable pour ensuite proposer 5 ans après un autre bien, pour voir si un investisseur qui vous achète un logement neuf en défiscalisation, finalement, il n'a pas aussi 2 logements dans l'existant à côté. Il faut bien qu'il vous révèle ses revenus fonciers et qu'il autogère, alors que vous pourriez les gérer vous-même. Vous voyez, bon, il y a une richesse derrière tout ça qui tient à ce qu'est le logement neuf et aux dispositifs financiers et fiscaux. Et j'observe aussi, deuxième chose, et je m'arrêterai là, tu as parlé naturellement, Tristan, 2 choses. Alors, c'est ma marotte. Tu as parlé de garantie loyer impayé pour les investisseurs, puisque tu parles de sécurité locative, mais derrière, tu dis on les informe qu'il y a la GLI, ou Visal d'ailleurs, mais il y a la GLI, produit d'assurance. Tu parles de crédit, puisqu'on n'achète pas sans crédit. Hein. Et là, je parle des prêts libres, je ne parle même pas des prêts aidés ou du PTZ. Vous voyez, vous entrez dans 2 autres champs qui sont contigus de celui de l'agent immobilier, le champ assurantiel, le champ du financement, qui sont des métiers dans lesquels vous avez une place à jouer. Alors, il y a des questions sur lesquelles vous ferez des réponses qui sont bonnes d'ailleurs, mais est-ce que n'est pas la limite du conseil fiscal, etc. Oui, il peut falloir faire une formation d'ailleurs à ce sujet et aller chercher un galon. Bon.
mais qui est tout à fait accessible. En tout cas, pour moi, l'agent immobilier, il est rarement sur le terrain de l'assurance ou du financement. Dans le neuf, on est tout de suite sur le terrain de l'assurance ou du financement, immédiatement, parce qu'on package et on ne conçoit pas de recevoir quelqu'un qui achète un logement neuf sans lui mettre en équation le crédit ou une simulation de crédit, la GLI qui va lui sécuriser son rendement et comme ça, il n'aura pas de mauvaise surprise, même s'il est sur un bon degré de sécurité locative avec votre approche. Voilà. Donc, deux élargissements de champ de vision, si vous voulez. L'un sur les datas que nous négligeons dans la profession d'agent immobilier depuis toujours, même quand on fait une bonne recherche client, une bonne découverte client. Et deuxièmement, les champs de l'assurance et du financement, avec derrière des honoraires et des marges latérales, hein, très très clairement. Hein, je ne dis pas ça uniquement pour l'intérêt intellectuel du métier. Hein. Voilà, je voulais vous dire ça. Je reste avec vous. Peut-être que je vous quitterai discrètement parce que je vais ensuite avoir un rendez-vous physique d'ailleurs là où je suis, mais dans 5 minutes. Aucun problème. Merci Henri. Ça, c'est le document, vous l'avez peut-être vu, je l'ai édité, il m'a fallu 2 secondes. Hein. C'était 2 clics. Je vais dans mon panier, ici, où j'ai ajouté 1, 2 ou 3 lots. Je ne suis pas du tout obligé d'en avoir 3. Et ensuite, je génère ce document-là, qui est en marque blanche, c'est-à-dire que là où vous voyez GridKey, en fait, vous verrez le nom et le logo de votre agence. Vous verrez le nom de votre conseiller. Vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez dans l'agence. Hein, donc, chaque conseiller pourra avoir sa propre présentation, ses coordonnées. Et puis, vous pouvez ensuite retrouver la situation patrimoniale de votre client sur 2 pages. Où on va lister un petit peu tout ce qu'on a recueilli comme information, vous savez, dans les simulations financières. On va retrouver les options qu'on a choisies, donc 1, 2 ou 3. Ici, j'en ai 3. Je vais retrouver les données propres à chaque lot, les données GridKey. Évidemment, vous vous rappelez, je ne vous ai pas parlé de ça, mais pour info, vous pouvez masquer un ou plusieurs critères si jamais… GridKey reste un outil d'aide à la vente. Si vous avez un bien qui vous paraît super, mais il y a un critère un peu plus faible, si vous n'avez pas envie de vous embêter à argumenter sur le fait que ce n'est pas du tout gênant pour un investissement et que ça reste une très bonne opportunité, vous pouvez très bien le masquer, ce critère-là, de manière à ne faire apparaître que les critères qui sont excellents. Ensuite, vous avez des captures d'écran pour localiser le bien et ce plan de trésorerie qui est je pense, une petite révolution en plus du scoring qu'on fait, puisque en fait, il va rendre accessible aux conseillers qui sont très novices, on va dire, sur le neuf, c'est ce plan de trésorerie en fait. Et aussi accessible pour le client, puisqu'il va être très facile à lire pour lui. Comment on s'y est pris? On a indiqué des notes de bas de page sur chaque colonne. Vous voyez ici, je vais peut-être zoomer sur mon écran, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a indiqué aussi les phases. Là, on est en Pinel, donc c'est des phases Pinel, pour expliciter à la page d'après, sur une note explicative, le détail de ce tableau. Donc, on a par exemple en phase 1, le décaissement progressif du prêt. En phase 2, on a la phase de réduction d'impôt à 2 points, la phase à 1 point, la fin de l'obligation, la fin de la réduction d'impôt Pinel, finalement, en phase 4. Et puis ensuite, on va expliquer le montant de la réduction d'impôt, l'évolution des mensualités. On va lister les charges, y compris celles que vous aurez rajoutées ou modifiées. On va expliquer l'évolution de l'impôt locatif. Et tout ça va permettre d'une part à votre conseiller d'être complètement à l'aise lorsqu'il va être en rendez-vous et qu'il va proposer un investissement. Et ça va aussi permettre à votre client de retrouver très facilement le contenu de ce que vous lui avez expliqué quelques heures avant lorsque vous lui avez fait sa présentation, sa proposition. Voilà. Donc, on travaille beaucoup avec des CGP, je vous l'ai dit en préambule. C'est un outil qui est plébiscité par ces experts finalement financiers, hein, parce qu'eux, ils ont l'habitude de manier ça depuis des années. Et pour autant, ils sont vraiment ultra contents de retrouver un outil comme ça qui leur simplifie énormément la tâche par rapport à d'autres logiciels plus complexes à utiliser, à manier, à comprendre, à lire. Et qui sont parfois pas très vendeurs à cause de la complexité, justement, de leur complexité. Voilà pourquoi
je mets ça vraiment comme une innovation à part entière, hein, cette partie financière qu'on a développée. Et on a ce deuxième tableau financier qui est le bilan de l'opération, qui est un millefeuille ressources-dépenses aligné sur la durée que vous avez donc paramétré tout à l'heure, hein, comme pour ce plan de trésorerie-là qui s'arrête à 20 ans. J'aurais pu le faire arrêter à 12 ans si j'en avais envie. Donc, ce millefeuille ressources-dépenses, il liste toutes les ressources et les dépenses de l'opération et vous calcule un gain net qui part du principe que le prix de vente est égal au prix d'achat du bien. Donc, pas de revalorisation et un TRI associé. J'espère que celui-là, il ne parlera pas malheur. Mais en tout cas, voilà, vous avez un gain net prudent de l'opération. Et un camembert que vous connaissez peut-être, hein, qui finance votre investissement, la répartition entre l'État via la réduction d'impôts, les loyers et votre épargne et votre apport. On fait la même chose avec le bien 2 et le bien 3, et puis on arrive sur un tableau de synthèse qui représente l'opération ou les 2 ou les 3 opérations que vous souhaitez présenter à votre client. Une présentation faciale comme ça, comparant les caractéristiques immobilières, les données GridKey et l'impact sur les finances de votre client. Voilà. Avec tout ça, vous pouvez prendre votre décision avec ou sans lui pour le meilleur choix à faire pour son investissement. Et vous retrouvez en annexe les avantages du neuf. Voilà tout ce qu'on a développé pour vous. Alors, j'aurais pu parler aussi de ce système d'alerte, qui est une manière d'organiser votre veille commerciale. Si vous avez un mouton à 5 pattes, votre client vous cherche quelque chose de trop compliqué à trouver, peut-être surtout en ce moment de raréfaction de l'offre, vous pouvez ne pas avoir tout de suite quelque chose à lui présenter, mais ce quelque chose peut arriver sur le marché dans 2 semaines, dans 3 mois, et vous pourrez être alerté en temps réel par mail de l'arrivée sur le marché de ce bien pour tout de suite le recontacter et lui faire sa proposition. C'est vraiment, je pense, important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça n'existe pas. Et comme c'est trop fastidieux de se balader sur tous les extraits disponibles du marché, on va peut-être le faire 1 jour, 2 jours, mais en fait, on va rapidement arrêter cette veille commerciale et le risque, c'est de tout simplement jamais faire affaire avec ce client puisqu'on n'y pensera plus en réalité. Voilà l'essentiel de ce qu'on a développé. Il y a quelques autres petites choses, mais qu'on ne va peut-être pas passer en revue maintenant. Je vous propose de me contacter. Je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat pour prévoir des démos si vous avez envie de refaire une démo personnalisée. Je pourrais aussi à ce moment-là vous évoquer peut-être nos conditions et la manière de travailler ensemble. Maintenant, je vous propose de nous poser vos questions, peut-être. Ah, je vois qu'il y en a déjà eu quelques-unes, en fait. Je ne voyais pas le chat, moi. Ouais, alors il y a eu plein de questions. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend très bien. Ok, il y a eu énormément de questions. Je vais t'en reprendre pour vous, si vous ne les avez pas vues dans le chat, vous donner quelques éléments qu'on partage tous ensemble. Donc, les documents, alors je ne sais pas si je remonte assez haut parce qu'il y a eu vraiment beaucoup. On agrège une centaine de promoteurs, un peu plus, et c'est en augmentation régulière. Donc, on a vraiment une offre, alors qui n'est pas exhaustive, mais personne ne peut avoir une offre exhaustive. Il y a 600 promoteurs, si on compte tous les petits promoteurs locaux en France. En revanche, je pense qu'on a une des offres les plus larges qui existent sur le marché. Et surtout, c'est la seule qui est mise à jour de manière très fréquente, puisqu'on a développé une technologie assez singulière pour le faire. Puisqu'on essaye de vous donner des lots avec des statuts libres ou optionnés, voilà, le plus proche de la réalité. Et ça, on le fait de manière spécifique. Je ne rentre pas trop dans ce détail technique, mais donc ça vous donne un stock à jour et très très large pour faire vos choix et orienter vos clients vers la bonne offre, quoi. Tous les documents proposés par les promoteurs, donc c'est des plans de lot, les plans de la résidence, les brochures commerciales, tout ça c'est disponible dans GridKey, donc vous avez vraiment quelque chose de très très complet pour convaincre vos clients qui vont vous demander aussi des visuels, hein, comme disait Henri, c'est pas il faut rêver un petit peu, quoi, hein, c'est de la vente en état futur d'achèvement, donc la plupart des programmes sont pas encore livrés, même si on a des biens qui sont livrés, hein. Vous pouvez filtrer par date de livraison.
Et donc là, vous aurez les biens qui sont livrés. On a les queues de programme, on met les dates de disponibilité de chacune des livraisons. Qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? La pause d'option, donc on vous a dit, c'est 48 à 72 heures. Elle dépend de chaque promoteur, donc il n'y a pas de règle a priori, mais on vous l'indique, hein, puisque vous pouvez poser les options depuis GridKey. On le fait pour vous et c'est en partie automatisé d'ailleurs. On vous restitue justement cette durée d'option pour que vous sachiez combien de temps vous avez exactement pour convaincre votre client finalement avant que le lot soit à nouveau libéré. En termes d'accès à GridKey, il y a deux manières d'y accéder. Vous pouvez prendre un abonnement ou si jamais vous êtes déjà bien installé dans la vente de neuf, hein, il y a quelques acteurs qui le sont déjà, et que vous voulez conserver vos mandats avec les promoteurs, c'est possible. Et à ce moment-là, vous payez un abonnement sur GridKey, vous allez avoir accès à GridKey tout en gardant vos mandats et vous ne paierez que cet abonnement. Si vous n'avez pas forcément les mandats avec les promoteurs, pas de souci, nous on a les mandats. Et vous avez un petit abonnement et on prend une partie de la commission qui est payée par les promoteurs. Il faut savoir que cette commission, c'est 5 à 8% du bien. Hein. Donc, c'est conséquent. Hein. On parle là vraiment de… On vous disait tout au début de la discussion, c'est un vrai moyen de développer votre activité commerciale. Entendez bien ça, hein, c'est 5 à 8% de commissions qui vous sont versées sur chaque vente. Et avec GridKey, vous avez direct 34 000 mandats dans la poche. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que c'est pour tous les prospects, les clients qui rentrent chez vous, qui prennent contact avec vous, si jamais ils cherchent, ils sont intéressés par le neuf pour leur résidence principale, si jamais ils sont intéressés par faire un investissement locatif dans le neuf, vous avez moyen de faire une vente à 5 à 8% de com. Les prix qu'on monte, ce sont les prix des promoteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect négatif à passer par GridKey plutôt que d'aller voir Bouygues en direct. Vous payerez la même chose, le client paiera la même chose. Et donc, c'est voilà, parce que c'est en gros, c'est juste que les promoteurs payent des commissions aux vendeurs, mais pour le client final, c'est pareil, c'est les mêmes prix. On a, alors sur notre service, là, on a parlé beaucoup de techno, mais en fait, il y a des vrais gens hein, dans le GridKey, c'est pas des robots. Hein, et ça, c'est un point important parce que il y a tout un aspect, je dirais, accompagnement administratif qu'il faut pas oublier. Et on a des équipes dédiées pour ça, qui sont là pour vous. On a Laurine qui a mis un petit message sympa là-dessus. Merci Laurine. Effectivement, les équipes, elles sont hyper réactives. Elles sont là pour régler tous les soucis que vous pourriez rencontrer sur je ne comprends pas quelque chose sur le contrat de réservation, j'ai une question de mon client sur est-ce que il peut y avoir une un petit geste sur les frais de notaire, tout ce que vous pourriez demander, on a une équipe de support qui est dédiée pour répondre à ces questions. Henri parlait des problèmes éventuels qui peuvent se poser sur les livraisons qui sont décalées, les travaux prennent un peu plus de temps, etc. Il faut expliquer ça. Pareil, ces équipes-là, elles sont là pour vous soutenir, pour vous donner des éléments précis et faire le lien avec le promoteur afin que ça se passe bien avec votre client. Alors, il y a des questions aussi pour des liens sur vos sites internet. Alors, vous avez des sites internet, généralement. On a possibilité, alors entendez bien ça, de proposer cet accès au comparateur dans votre site. Et ça, c'est une offre un peu spécifique qu'on déploie. Alors, parlez-en à Tristan ou Fabrice. J'ai mis plusieurs fois leurs adresses email. Ils pourront peut-être mettre leur téléphone aussi si vous voulez les contacter, qui sont les 2 points d'entrée chez nous si vous voulez vous abonner. Si vous voulez mettre le comparateur GridKey, juste les offres, la liste des offres, hein, pas les aspects simulateurs, etc., sur votre site grand public, c'est possible. Et ça, il faut que vous y pensiez parce que c'est à la fois un moyen, je dirais, de monter en gamme sur la qualité des services que vous proposez sur votre site internet et donc vis-à-vis le côté professionnel que vous projetez vis-à-vis de vos visiteurs. Et aussi, ça peut être un moyen tout simplement de générer des contacts, des leads.
et donc de faire du business parce qu'ils auront vu un bien sur votre site qui les intéresse. Donc ça, c'est un point que vous pouvez aussi garder en tête. Ouais, j'ai été assez vite pour balayer toutes les questions qu'on avait déjà reçues. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Il y avait une question tout à l'heure, elle est très précise, hein, très technique. Est-ce que les prix indiqués s'entendent avec une TVA à 20% ou à 5,5%? Alors, globalement, c'est 20% sur les logements neufs. Ça peut être une TVA à taux réduit, 5,5% sur certains territoires et pour certaines opérations en zone en rue en particulier. Voilà. Mais ça, c'est transparent. Hein, et effectivement, c'est le même taux de TVA où que soit commercialisé le bien, mais globalement, le taux de droit commun, c'est 20%. C'est ça. Alors nous, la question, elle portait aussi sur le critère potentiel de plus-value pour être sûr qu'on comparait bien avec le prix le plus cher. Oui, on a une approche globalement prudente de ce genre de choses dans nos critères. Et on va vous montrer dans Gridkey tous les biens éligibles PTZ, éligibles TVA réduite, et vous mentionnez les prix 20% et 5,5 pour que vous puissiez bien faire la différence. Donc il y a les deux qui sont bien disponibles. Et là, alors là aussi, d'ailleurs, dans les temps qui viennent, l'écart entre les deux risque de se réduire en termes d'espoir de plus-value. L'espoir de plus-value sur l'existant, il a été très fort dans nos grandes villes et même largement dans nos métropoles. Vous le savez, il y a une inflexion qui est claire. Ça, ce sera plutôt au bénéfice du neuf, parce qu'on ne pouvait pas nier que là, vous aviez des évolutions de prix dans l'ancien à 2 chiffres par an. On a connu ça. Là, c'est sûr que même quand le neuf existait sur le même territoire, c'était très rare, l'ancien passait devant, ce qui d'ailleurs est le signe d'un détraquement. Hein. Mais aujourd'hui, on va avoir une hiérarchie qui met les deux rapidités de plus-value beaucoup plus proches l'une de l'autre. Voilà. Alors, s'il y a quelques dernières questions, on peut les prendre avant de vous libérer, parce qu'on a largement dépassé le temps qu'on s'était donné. Et merci Henri d'avoir pu rester avec nous jusqu'au bout. Un plaisir. L'objectif, c'était vraiment de vous expliquer comment vous pouvez basculer dans l'immobilier neuf et en faire un vrai business. Et tout ça en ayant une approche. Alors, on n'a pas souligné ça de manière trop lourde, je dirais, mais il y a quand même, j'espère que vous l'avez remarqué, une approche très orientée transparence et intérêt final de l'acheteur. Ouais. C'est pas, vous avez peut-être des approches, vous avez peut-être entendu des critiques sur la vente, des ventes fiscales en Pinel ou autre, un peu forcées ou pas forcément au bénéfice du client final. Dans la loi Pinel, il y a la moitié du marché qui sont de très bonnes offres. Et les clients font de très belles affaires grâce à ça, en plus de soutenir l'immobilier, la construction de logements, hein, c'est sûr. Qui est un point important. Et ça, Gridkey vous assure que vous êtes dans la bonne moitié. Et c'est important, c'est-à-dire que vous pouvez être rassuré sur le fait que les clients à qui vous allez proposer ces biens, ils vont faire de bonnes affaires, ils vont être contents. Et ça, pour nous, c'était essentiel. Henri, petit mot de la fin et on laisse tout le monde aller déjeuner. Oui, bien sûr. Je me raccroche à ce que tu viens de dire là. L'image, la mauvaise image du vendeur de neuf, elle est très pénalisante et il faut prendre ses distances par rapport à ça. Moi, j'avais apprécié la petite phrase où tu disais, on regarde si il y a une optimisation fiscale parce que si le ménage paie peu d'impôts, il faut le prendre en compte. Il faut savoir qu'il y a encore des gens qui vendent du Pinel à des ménages qui ne sont pas imposables. Bon, donc là, on est sur de la malhonnêteté. Et en effet, je parlais de renouveler l'image. Il faut la renouveler de la bonne manière. Donc, il faut qu'il y ait cette approche
très client, très respectueuse du client. Et moi, je suis sensible à ce que ce soit une dimension de l'outil que vous mettez à disposition. Et franchement, je trouve que déjà de cette séance, moi, je sors avec le sentiment qu'on peut être décomplexé par rapport à ce nouveau métier ou à cette deuxième partie de métier qui est la vente de logements neufs, grâce à ce que vous faites pour consolider l'offre, la mettre à disposition, et à ce que vous faites pour en permettre une commercialisation éclairée, qu'on soit vers des investisseurs, c'est très clair, qu'on soit vers des accédants. Je trouve que c'est un outil qui décomplexe. Moi, c'est le mot qui me vient, parce qu'au fond, vous savez, les barrières, on se les met à soi-même, hein. Tout ce que je décrivais au début de mon propos, c'est des choses qu'on peut soit avoir dans la tête, soit ne pas avoir dans la tête. Et je pense que vous contribuez à enlever tout ça des esprits des agents immobiliers qui n'étaient pas ouverts au logement neuf. Et vous donnez envie de s'ouvrir au logement neuf à bon compte. Voilà, c'est l'expression qui me vient, à bon compte, sans avoir le sentiment de changer de métier, de devoir se transfigurer. Je pense que c'est vraiment intéressant. Voilà, tout ce que vous avez dit, c'est intéressant. Il en sort que on peut passer des journées plus intéressantes en vendant cet autre produit qu'est le logement neuf, mais qui reste un logement. Voilà, il fait partie de votre ADN. Ne vous dites pas autre chose. Merci beaucoup, Henri. Beaucoup. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout. Et encore une fois, merci à vous. Bonne journée, à bientôt. À très vite.